Ok, donc bonjour à tous, merci d'être présents. Donc là ce matin on va vous parler de Kubernetes, managé ou non managé, et de ce qu'on a, des étapes qu'on a parcourues chez Talend pour mettre en place nos clusters Kubernetes, en partant au début d'un cluster non managé, et pour enfin finir avec un cluster managé sur Amazon. Donc avec Sébastien on travaille tous les deux chez Talend en tant que SRE, et donc on va vous commencer par notre histoire qui commence il y a quelques temps. Il y a bien longtemps. Bon, il faut contextuellement, faut s'adapter, parce que pour moi, il y a janvier 2018, c'était il n'y a pas si longtemps, mais pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être, le temps ne se déroule pas de la même façon. Donc, à ce moment-là, en janvier 2018, l'entreprise Talend, pour laquelle nous travaillons, est une entreprise américaine avec des succursales qui sont basées notamment en France, comme à Suresnes et à Nantes. Et cette entreprise qui fournit un service de type ETL, Extract Transform Load, sur de la big data, avait décidé de migrer toute son opération, sa stack à la base on-premise et avec une livraison d'un binaire sur le cloud. Donc, ils avaient targeté le cloud public AWS, puisqu'à ce moment-là, c'était le provider le plus reconnu, le plus offrant la suite logicielle la plus importante. Et pour eux aussi, c'était un moyen rassurant d'arriver à faire leur transformation de leurs produits monolithiques vers un ensemble de microservices. Pour cela, ils ont choisi une étape classique pour toutes les applications, à savoir partir sur leur service en passant sur Docker. Et pour cela, ils ont regardé la suite logicielle possible sur AWS en utilisant des services disponibles tels que ECS et CloudFormation. Donc ECS leur permettait de mettre toutes ces applications dans des services avec une notion de réplica, voilà, le rollout, etc. Donc c'était la gestion du cycle de vie par AWS. Et CloudFormation est la solution pour à base de manifeste qui permet de déployer vos stacks. Donc, vous leur fournissez des recettes et ça va permettre de gérer toutes vos stacks. La problématique, c'est que cette transformation était encore en cours. L'activité grossissait, de nouveaux services arrivaient qui partaient directement sur CloudFormation. Et nous, en tant qu'SRE, on commençait à avoir des difficultés à gérer toute cette opérationnelle, à savoir l'évolution, mais aussi l'opération sur ces applications. Et on était on remarquait un fort couplage pour cela. Et on s'est dit, mais peut-être qu'il y aurait une solution pour orchestrer nos images Docker de façon plus résiliente et plus rapide, plus scalable, etc. Et c'est pour ça que la solution Kubernetes est apparue. Bon, il y avait d'autres solutions à ce moment-là, mais en 2018, Kubernetes montrait vraiment une forte adaptation. Elle était vraiment bien adaptée et adoptée et vraiment intéressant. Et à partir de là, on s'est demandé, mais si on doit les bouger sur cette migration, quelle est la possibilité, comment on peut y arriver. Donc pour cela, on s'est dit, ok, on va essayer de partir sur Kubernetes, mais qu'est-ce qui est, en termes d'outillage, de framework ou d'éléments, qui sont à notre disposition à ce moment-là pour arriver à faire cette migration. Donc la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est utiliser la notion de on-made. Donc une notion comme du bare metal, vous dirigez tout, que ce soit du hyperviseur, votre stack de VM, le network, jusqu'en haut niveau, au niveau du système d'exploit et des applications. C'est vraiment super pour pouvoir gérer de A à Z votre stack. Mais bon, comme je vous ai expliqué, nous, Talend, on avait choisi d'utiliser un cloud public, donc AWS avec le provider, pour avoir cette notion de facilité, une notion assez haut niveau pour gérer nos applications. Et ça c'était une solution qui est valable, mais un poil trop, on va dire, elle va pas trop dans la précision et dans l'utilisation pour amener là. C'est vraiment plus adapté pour du cloud privé. Donc, le non managé full, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des possibilités vers le managé? Alors là, on parle sur le provider Google qui proposait Kubernetes Engine à ce moment-là, un produit super intéressant, super cool, super sexy, c'est génial. On est chaud, mais il y a une petite problématique qui n'est pas des moindres, c'est que nous, on est sur AWS. Et la force de travail, on ne pouvait pas se partager partout, on ne peut pas se déterminer, dire, bon, bah, en partant sur du multi-provider, on garde certaines de nos stacks d'AWS, puis on met nos applications sur Kubernetes Engine avec Google,
on se débrouille à faire les connexions. Non, ça, ce n'était pas le but. Ce n'était pas prévu pour le moment de faire la gestion de multi-providers. Donc, on se tourne vers une solution AWS, notamment avec EKS. EKS, ça nous paraît génial, super, c'est ce qu'il faut, on est sur AWS, on peut utiliser nos outils. Mais par contre, en 2018, c'était vraiment en alpha. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas forcément bien sec. C'était hyper intéressant. Mais le majeur bloqueur qu'on a eu quand on a essayé cette solution, c'est que pour passer d'une version majeure de Kubernetes de 1.9 à 1.10, par exemple, il fallait recréer son cluster. Pour du déploiement et pour de l'opérationnel, ce n'était pas la chose la plus aisée. Donc, clairement, pour le moment, c'était non. Alors, on s'est dit, mais peut-être qu'on avait une solution hybride entre les deux. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à proposer notre propre socle d'infrastructure et trouver une solution qui nous permette de faire une notion de bootstrap à partir de ça, de Kubernetes. Et là, sur nos études, 2 projets ont émergé. Le premier, c'était COPS. Donc COPS qui était suivi par la communauté AWS. C'était un projet en Go. Donc ça nous paraissait intéressant d'avoir la même base code que le base code de Kubernetes en disant que peut-être on arriverait plus facilement à avoir les liens au niveau des fonctions, l'opération, le suivi. Et la communauté était assez importante. Et il y avait aussi un autre produit qui a aussi attiré notre attention. L'autre outil, c'était kubespray. Alors, kubespray, c'est un rôle Ansible qui est aujourd'hui dans le Kubernetes 6. La promesse de kubespray, c'est de pouvoir installer un cluster Kubernetes sur n'importe quel cloud provider. Donc, on retrouve des clouds publics, Amazon, Azure, Google, ou bien des clouds privés comme OpenStack, ou même du bare metal, c'est-à-dire que vous pouvez installer des clusters Kubernetes avec kubespray sur des serveurs n'importe où. En plus, ça propose des features de high availability. C'est assez composable, c'est-à-dire que vous pouvez choisir des composants. C'est lié avec KubeADM. Donc voilà. Pour nous, ça nous paraissait un bon outil. Et c'était fait avec comme c'était fait avec un rôle Ansible et qu'en parallèle, on avait une stratégie de migrer notre code Puppet vers Ansible, on s'est dit que ça allait bien dans cette bonne stratégie. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur kubespray. Alors, pour parler un peu de la communauté kubespray, donc comme j'ai dit, c'est dans le Kubernetes 6. Donc, c'est dans un repo GitHub. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 600 contributeurs. C'est des contributeurs d'un peu partout, de pas mal de sociétés. C'est assez facile de contribuer dans kubespray. Et on remarque aussi qu'il y a un peu plus de 5000 commits. Alors, à chaque fois qu'il y a des commits, c'est des évolutions qu'il faut prendre en compte dans les clusters. Donc, ça bouge assez rapidement. Et ça a comme contrainte de toujours suivre les évolutions de l'outil pour ne pas prendre trop de retard. Et ça, on verra après que ça peut apporter une certaine complexité. C'est un outil qui est assez utilisé et on voit qu'il y a pas mal de forks et de starts. Donc, la promesse de kubespray, c'est de pouvoir être installé en tant que playbook Ansible. Et donc, toute la configuration se fait à travers des variables Ansible. Donc là, on a pris un exemple de la configuration des audit logs sur les nœuds master. On peut voir que, par exemple, on peut activer, désactiver les audit logs. On peut configurer où ils sont stockés, le temps de rétention, les backups nécessaires, et ainsi de suite. Et ça, on peut le faire sur l'ensemble des paramètres du cluster. Donc, un cluster Kubernetes, c'est assez complexe à gérer. Donc, on imagine très vite le nombre de possibilités. Et à chaque fois qu'on vient mettre à jour un paramètre, il faut connaître l'impact que ça a sur les clusters existants et quels sont les chemins de migration. Et donc, avec cette complexité, et ben finalement, on perd cette notion de keep it simple and stupid. Donc, on arrive très vite à quelque chose d'assez lourd à gérer. Et surtout dans le run des clusters, dès qu'il y a des modifications, il faut toujours prendre en compte les évolutions, en plus de suivre le code kubespray qui bouge toujours. Donc ça, c'est pour la partie configuration et gestion du code kubespray. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'on doit faire avec kubespray et partons d'un cluster Kubernetes classique, d'une architecture classique, et commençons par la partie ETCD. Donc, Kubernetes est géré par trois composants, ETCD, Master et Worker. Donc, les ETCD, c'est la base état du cluster. Donc, si vous perdez des ETCD, vous avez perdu votre cluster. Donc, il faut bien le gérer. Donc, à nous d'installer les VM. On est parti sur un cluster à 3.2. Et à charge de kubespray d'installer ETCD et de former cluster ETCD.
Deuxième composant, les masters, qui eux sont la tour de contrôle d'un cluster Kubernetes. Cette fois-ci, on est encore parti sur 3 nœuds avec un load balancer devant. On retrouve 3 composants principaux dans les nœuds masters. Le premier, c'est l'API server. Donc l'API server, c'est le point d'entrée d'un cluster Kubernetes. Quand vous faites un kubectl get pod, vous allez taper directement sur l'API server. Ensuite, on a 2 autres composants, le scheduler pour tout ce qui est règles de scheduling des pods, et le controller manager, qui lui a un rôle très très important quand on déploie un cluster Kubernetes sur un cloud provider. C'est notamment lui qui va gérer la connexion, l'interface avec le cloud provider. C'est-à-dire que quand vous allez créer un service de type load balancer dans Kubernetes sur Amazon ou sur Google, c'est ce composant qui va aller créer le load balancer natif au cloud provider, les security groups, les firewalls et ainsi de suite. Donc, encore une fois, à nous d'installer les VM, à Kubespray d'installer ces composants-là sur les clusters. Et le dernier composant, c'est vraiment ceux qui hébergent les applications, donc c'est les workers, qui, eux, contiennent 3 composants principaux. Donc le kubelet, qui est le composant qui va permettre de faire l'interface entre les nœuds master et le container engine. Donc le kubelet, c'est lui qui va prendre les actions de scheduler des pods, qui va aussi donner des indications sur l'état des pods au master. Et lui, il va parler donc à un container engine. Il y en a plusieurs qui existent. Nous, à ce moment-là, on a choisi Docker, qui lui, derrière, va donc créer des conteneurs et qui vont être assemblés dans Kubernetes sous la forme de pods. Et le dernier élément, c'est le kubeproxy, où là, c'est la partie réseau du cluster, donc c'est ce qui va permettre à tous les pods de parler entre eux, notamment. Donc, encore une fois, nous, on installe les VM et à Kubespray d'installer ces composants-là. Et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, chaque composant a toute une multitude de variables qu'on doit comprendre, configurer et mettre à jour pour que nos clusters marchent dans notre use case. En termes de déploiement, donc, comme l'a dit Sébastien, avant 2018, on était sur du CloudFormation. Là, on est parti sur une technologie Terraform pour déployer les ressources Amazon. Donc, Terraform va déployer nos réseaux, va déployer nos VM, nos security groups et nos disques, par exemple. Donc, on a des ressources nues, donc on a des VM nues après ça. Et ensuite, on a Ansible, donc avec le rôle Kubespray, qui va venir configurer les VM pour, à la fin, avoir un cluster Kubernetes prêt à l'emploi et pour héberger nos applications. Donc là, on est vraiment parti sur du Terraform Ansible. On est passé de CloudFormation à Puppet à Terraform Ansible pour cette partie Kubernetes. Donc, si on prend, par exemple, une vision beaucoup plus micro par rapport à la version macro qu'on avait, là, si on se focalise sur une VM, on voit que Terraform, qui est notre provider pour l'infrastructure, va nous permettre de déterminer un type d'instance à base d'AMI, donc c'est le template qui va nous permettre de choisir quel type de vCPU et de mémoire on va récupérer, donc sa taille. Et après, le côté provisionnement va être délégué à la notion d'Ansible, donc avec le set de tasks qui est effectué par Kubespray. Donc les tasks, dans un contexte Ansible, ce sont des sortes de steps qui sont exécutés de façon séquentielle. Mais par contre, l'intérêt aussi d'avoir cette notion d'Ansible, ça nous permet de rajouter nos propres tasks, notre customisation, donc notamment par exemple l'ajout des clés SSH avec le provisionnement des users pour que les admins puissent se connecter et effectuer des opérations ou de la surveillance. Donc, une fois que notre cluster est bootstrappé, voilà, donc on a tout qui fonctionne, il faut quand même gérer le cycle de vie de ce cluster, et notamment chacun de ses composants. Donc, dans ces composants, on peut notamment parler de ETCD. Donc, ETCD, très bien, il fonctionne, on est en mode cluster, on a 3 membres, mais par contre, il faut s'assurer de pouvoir, à n'importe quel moment et rapidement, faire un backup du cluster et avoir une procédure automatique pour le restaurer. Ça, c'est quelque chose qui était impératif pour nous. À ce moment-là, donc, on a, sur une couche Ansible, créé tous les scripts, avec aussi l'aide notamment de scripts shell, donc externe, pour pouvoir effectuer ces opérations. Donc c'est de la rotation, enfin l'opération était assez simple, c'était une rotation pour faire un upgrade d'OS ou de la version de TCD. Pour cela, on faisait une notion de nœud par nœud,
Donc dans le quorum, on retirait ce nœud-là, on l'upgradait, puis on le réintégrait. Donc il fallait quand même aussi avoir tous les scripts de check pour vérifier que le membre avait bien rejoint le cluster et que tout était opérationnel. Le TCD est extrêmement critique parce que, comme expliquait Mathieu, c'est ce qui gère l'état du cluster, donc on ne pouvait pas se permettre de perdre ce composant-là qui, pour nous, était extrêmement critique. Autre composant qui est critique pour le cluster sont les masters. Donc, les masters sont faits, tous les composants sont placés, l'API serveur, les éléments. Par contre, Qspray ne propose pas la notion qui est en amont, la gestion du load balancing pour la connexion entre le round robin sur les 3 masters. Ça, c'est à nous de gérer via, toujours avec Ansible, pour faire des appels notamment avec Terraform pour les binder, pour récupérer les références. La gestion du certificat, ça, il n'y a pas de script qui va Qspray, c'est à vous de le gérer. Et pour cela, on a dû effectuer une notion de script assez importante, puisque c'était assez tricky pour arriver à le faire, pour gérer cette notion d'upgrade, de nouvel type de VM, ou même pour un nœud qui était en état faulty, en mauvais état, on devait donc gérer l'interopérabilité avec la connexion des certificats, c'est-à-dire garder les mêmes certificats. Pour ça, on avait trouvé une solution assez sympa, à l'aide d'Ansible Terraform. Via Terraform, on doublait notre nombre de nœuds. Nous, on fait faire donc 3 nœuds un par ASI, un nœud par Availability Zone sur AWS. Ça nous permettait de ne pas mettre nos œufs dans le même panier. Une fois qu'on avait passé de 3 à 6, on faisait une opération simple de copie du certificat qui se trouvait sur le premier nœud, c'était notre prérequis, sur le premier nouveau nœud. Et comme Terraform a une gestion de son statut de l'infrastructure via la ressource des nombres de nœuds dans un array qui est indexé pour nous de 0 à 5, il lui suffit simplement de changer cet ordre, de récupérer les nouveaux qui sont à la fin de cet array, les mettre en premier et décaler les anciens à la fin. De là, quand on demande à Terraform de repasser à notre nombre initial de nœuds, il suffit de réappliquer la topologie pour qu'il prenne en considération en se disant il faut que je retire les derniers nœuds que je viens d'instancier. Et donc, dans ce cas-là, c'était finalement les anciens nœuds. Et donc, on repart, on se retrouve avec les nouveaux nœuds avec les bons certificats, les applications qui sont sur les workers, tous les éléments peuvent continuer à parler à l'API. Ça se passe smooth, crème, c'est génial. Par contre, c'est une opération qui est assez longue, puisqu'on faisait ça nœud par nœud, donc il y a les 6 nœuds, il y a toute la notion de copie, et on voulait avoir comme prérogative de pouvoir redémarrer à n'importe quel moment, parce que pour une connexion réseau ou autre, une step dans Ansible qui ne fonctionne pas parce qu'il y a eu un petit élément qui gêne, on ne voulait pas recommencer l'opération, ce qui pouvait prendre encore plus de temps et rajouter encore plus de complexité. Et donc, pour le dernier composant qui est les worker nodes, alors là, c'est beaucoup moins critique, puisque les nœuds workers, dans un contexte comme Kubernetes, sont nés à être volatiles, voilà, donc c'est du cattle, on n'est pas là pour gérer comme du pet nos VM. Il faut que ça meure, il faut que ça se recrée très facilement, donc il fallait de nous-mêmes créer cet ensemble de scripts pour pouvoir gérer les nœuds qui étaient en panne, ou notamment aussi l'ajout de nouveaux nœuds, puisque au moment où on utilisait Qspray, il n'y avait pas de moyen facile pour pouvoir gérer l'autoscaling avec le cluster autoscaler. On était donc obligé d'être proactif avec l'aide de monitoring, de vérifier, faire du capacity planning en amont pour vérifier que une application qui, sur long terme, va grossir à des pics de consommation doit être possible de gérer, ne pas être OM kill sur ces éléments-là. Donc, on était obligé de faire toute cette notion de proactif. Et aussi, donc, la rotation, qui était vraiment à quelques exceptions près, la même chose que les masters sans la gestion des certificats. Donc c'était toujours, on double les clusters, on bouge ça dans la référence Terraform comme des nouveaux deviennent les anciens, on rebaisse, on revient à notre état initial et on nettoie par contre la base de données Calico, parce qu'on était sur un layer network Calico, pour pouvoir libérer les IP qui étaient réservés pour ça. Quand on parle, par contre,
des composants en soi. Donc, pour les composants, tout ce qui concerne donc, le binaire Kubernetes, notre version de Calico, kubeproxy, kubedns, c'était bootstrappé, mais par contre, c'était à nous de gérer toutes les versions mineures ou les majors, les changements, tous les scripts qu'il avait de vérification, les accès aussi. Il a fallu créer nos propres steps, nos propres tasks pour pouvoir gérer qui avait accès à basé sur nos certificats, et en lien aussi les airbags pour pouvoir savoir qui a accès à quoi dans le cluster. Et du coup, finalement, les applications. Donc là, on a installé le cluster, tous ses composants. On a un cluster qui tourne, qui est vierge. Et donc, on doit installer l'outillage qui va finalement héberger nos applications. On a choisi de partir sur de Helm-Chart, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les applications Talend sont déployées à travers Helm. On a une stack de monitoring avec du Prometheus, avec Prometheus Operator, et on a choisi Traffic comme ingress controller parce que Traffic c'est super simple à installer et que ça marche plutôt bien. Et ensuite, finalement, on peut installer nos applications en tant que telles et ouvrir le service. Donc, on a mis en place tout un cluster Kubernetes, on a mis en place de l'outillage, on a mis en place nos applications. Ça nous a pris plusieurs mois. Et puis, Kubernetes avance. Et donc, janvier 2019, on doit mettre à jour nos clusters de la 1.10 à la 1.11, puis de la 1.11 à la 1.12. Et là, on commence à faire la première migration de la 1.10 à la 1.11. On a quelques semaines à y arriver parce qu'avec Plusspray, il faut prendre en compte tous les changements, rattraper le code et donc ça a un impact assez important sur les clusters. On y arrive. Et puis de la 11 à la 12, il faut migrer kubeDNS à CoreDNS. C'est pas si simple que ça. Et donc on fait une première fois, ça échoue, on réessaye. Et puis, on se rend compte de la complexité. On se dit, on va passer plus de temps à gérer les migrations de nos clusters qu'à s'intéresser à nos applications. Et puis, on se redit, bon, là, on commence à prendre trop de temps. Reposons-nous certaines questions et mettons en pause un peu nos migrations. Et finalement, les questions qu'on s'est reposées, c'est finalement, c'est quoi qui nous a amené à gérer ces clusters Kubernetes et c'est quoi surtout le business, quelle est la valeur ajoutée de notre société. Donc Talend fournit des applications autour de la data. Ici, on en a l'exemple d'une qui est Pipeline Designer qui va permettre d'avoir des pipelines autour des données et de pouvoir modifier les données. Et finalement, on est très loin d'une migration Kubernetes et surtout la migration de DNS, de kubeDNS à CoreDNS. Enfin, ça n'a très très peu de valeur pour nos clients. Et donc, on se dit, bon, ça ne sert à rien finalement de passer tant de temps sur nos clusters. Il faut mieux se concentrer sur nos applications. Et donc, ce constat-là, on se le fait en janvier 2019 et on se repose la question, est-ce que finalement, le manager, ça ne serait pas la solution pour nous et ça nous permet de réduire le temps passé sur nos clusters. Et on se dit, après 1 an et demi de recul, on a bien fait de se reposer ces questions, parce que sinon, on serait toujours en train de gérer des migrations de clusters, et on ne serait pas à l'état de maturité actuel qu'on a aujourd'hui chez Talend sur notre stack. Donc si on refait un état de l'art, cette fois-ci en 2019, sur les clusters managés, on a Google qui a continué à avancer sur les clusters managés, notamment avec l'apport d'Istio fin 2018, nativement dans GKE. Donc ils ont continué à maturer sur leur service managé. On a Azure qui a gagné en maturité courant 2018 pour arriver à un état plus stable avec AKS. Mais à ce moment-là, il n'y a pas la notion d'autoscaler. On est vraiment sur un cluster assez haut niveau où on crée le cluster, on donne un nombre de nœuds, on donne le gabarit des VM et c'est à peu près tout. Et on a Amazon qui, lui, est finalement passé en état GA sur le cluster. Et donc, il commence à avoir des retours clients. C'est plutôt stable. On n'a plus ces problèmes de suppression de cluster pour mettre à jour quand il y a des versions majeures qui arrivent sur EKS. Donc, on se dit, bon, c'est le bon moment d'aller sur EKS et finalement de migrer nos clusters non managés vers du managé pour simplifier nos opérations. Et donc, on se pose la question, mais comment on va y arriver? Quelle va être la force de travail pour arriver à migrer notre Plusspray joliment et amoureusement mis en place pour aller sur du full manager en EKS. Et bien finalement, c'est plutôt simple, notamment pour la partie master ETCD.
Sur la partie gauche, vous pouvez voir que toutes ces ressources composent notre stack OTCD et master avec tous les éléments. On voit que tout est indexé pour montrer que voilà, on a nous 3 nœuds, 0, 1, 2, voilà, on met les ELB, le load balancing. Et à droite, ben, on se retrouve avec seulement 4 ressources qui contient le cluster en soi, le control plane, le rôle qui va pour faire l'autorisation et la communication au niveau entre le worker et ce control plane, et les policies qui sont rajoutées avec les policies, c'est les autorisations. Donc, comme on a eu là toute la partie réseau qui n'est pas touchée, parce que les recommandations qu'on avait eues par chance, c'était les mêmes qui étaient demandées par AWS, nous, on a juste dû à se charger au déprovisionnement des VM pour une migration, faire d'autres types de VM, mais en gardant les mêmes assets qu'on avait au niveau subnet, VPC, security group, etc. Et c'est pareil pour la partie worker. Alors, comme vous pouvez voir, là, on dirait qu'il y a le même nombre d'instances, donc de ressources. On voit que on les a indexés en ABC, c'était une notion d'availability zone qu'il y avait sur AWS. On changeait juste leur scale pour pouvoir mettre toujours par des multiples de 3, une trentaine ou plus. Et par contre, là, on se retrouve avec une nouvelle notion sur AWS qui nous permettait quelque chose qui nous manquait, qu'on était vraiment intéressé d'avoir, c'est la notion de auto-scaling. Donc les ressources sont basées sur une launch configuration. Le launch configuration, c'est ce qui va vous permettre de gérer votre recette de cuisine en concernant votre VM, le nombre d'instances, la clé qui va avec, le type d'instance, la clé qui va avec, et après vous passez ce template à l'autoscaling, qui sont deux services qui sont vraiment couplés forts, pour pouvoir décider quel comportement avoir au niveau du scaling, ou même l'autoscaler se débrouille tout seul en cas de VM qui sont en mauvais état. Voilà, donc il arrive à faire ses checks, et il les tue, et il est en repop directement. Donc c'est un confort. Donc on se dit, on va pouvoir diguer du côté du autoscaler pour binder tout ça. Donc voilà, donc on se retrouve avec cette migration-là. Donc quand on regarde, maintenant, on est passé sur EKS, on change de type, donc on est sur du manager, mais qu'est-ce qu'on manage concrètement par rapport à ce que près. Donc ça, sur EKS, au niveau des recommandations, ils vous disent, il faut que vous nous fournissiez un layer network. Bon, comme j'ai dit, par chance, c'était exactement le même. Nous, on garde la même chose. De ce côté-là, on n'a rien eu à faire. AWS, lui, propose de gérer le control plane. Donc, il nous fournit le KS qui permet donc, voilà, maintenant on est sur une boîte noire, toute la notion de résilience et upgrade, c'est eux qui s'en chargent. Ensuite, il nous propose d'avoir la notion de template de worker, template de VM. À ce moment-là, ils nous fournissent eux-mêmes les CVE, les fixes, voilà, avec différentes versions. Ils nous proposent, on n'est pas obligé, il faut quand même, juste la prérogative, c'est suivre les versions majeures de Kubernetes, au moins avec une version moins 1 ou plus 1 de ces éléments-là. Et voilà, donc ils vous donnent, vous l'instanciez. Par contre, le fait que vous intégrez ça dans launch configuration, ça ne se fait pas automatiquement. Si les VM restent en bon état, ou si vous n'initiez pas de rollout sur ces VM, vous resterez sur l'ancienne version. Il faut que ce soit vous qui gérez ce cycle de vie. Donc c'est assez simple, hein, c'est vraiment une terminaison avec un drain, un cordon de votre VM, vous la tuez côté AWS, et puis l'autoscaler va automatiquement générer une nouvelle. Après, c'est nous qui gérons aussi le scaling de toutes ces applications, de tous ces VM, pardon. Et on arrive concrètement au modèle qui est prôné par AWS, à savoir le modèle de la responsabilité partagée. AWS vous propose des services, vous donne une base d'infrastructure, c'est vous qui la gérez comme vous voulez, c'est vous qui gérez vos coûts et vos éléments. AWS se charge juste de faire l'hébergeur et ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Si vous voulez faire des choses bien ou des bêtises, c'est votre souci. Bon, bien sûr, ils sont là pour vous accompagner quand même. Donc concrètement, si on regarde qui manage quoi, au niveau de KS. Donc, le control plane, l'upgrade de la résiliency, c'est AWS. Donc, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure quand je vous expliquais avec tous les scripts de rotation sur les masters de TCD, c'est quelque chose qui est hyper confortable. Lors du upgrade, ça se fait tout seul. On a juste à cliquer sur un bouton, c'est parti. Les certificats sont gérés par AWS, c'est génial. Pour le worker d'upgrade, ça c'est partagé. Ils nous fournissent un nouveau template, mais c'est à nous d'initier ce changement. Pour la partie authentification, avant, plutôt que nous gérer nos éléments à base de nos certificats, là, c'est AWS qui fait le lien avec
leur service IAM, le service d'authentification, et les RBAC que nous définissions pour gérer, comme avant, qui a droit à quoi sur le cluster. Et finalement, aussi, sur les nœuds, tous les types de nœuds, la gestion des certificats avec l'update de caisse, hyper confortable. Donc, sur ce schéma, on voulait montrer, faire le comparatif entre quel est le coût en termes de build run de notre cluster Kubefree au niveau humain et infrastructure. Au niveau humain, faut le dire, c'est quelque chose qui était extrêmement chronophage. Il fallait anticiper à l'avance, bien surveiller les différents changements des composants. Même certaines fois, le plus petit composant pouvait prendre du temps avec le système de cycle de vie qui était amené par Kubefree. C'était vraiment quelque chose qui était très consommateur. Il faut savoir aussi que nous, à Talend, côté SRE, notre scope n'est pas exclusivement fait que sur Kubernetes. Kubernetes, c'est un socle, mais nous avons aussi des back-ends de tout type, de l'Elasticsearch, du Kafka, ces éléments-là. Donc, on est amené aussi à travailler sur différents sujets, aussi des sujets type incident. Donc, à ce moment-là, le context switching était très coûteux pour arriver à maintenir à jour le cluster côté Kubefree. Au niveau infrastructurel, ça avait un certain coût, puisque nous gérions toutes les ressources, du master jusqu'au worker, au TCD, tous les éléments, le balanceur, ça a un certain coût qui était donc immutable. La peur des managers, vraiment l'élément qui était vraiment un frein à nous, c'était la notion de manager, parce que qui dit manager, qui dit plus cher. Et là, concrètement, ce fut la surprise, parce que avec EKS, on a drastiquement baissé le coût humain, puisque beaucoup de choses qui étaient compliquées étaient gérées côté Amazon. Ça nous a permis de libérer du temps de façon plus efficace pour faire des actions à moyen et long terme plutôt qu'à court terme, avec des données méta, plus travailler sur la scalabilité, monitoring, aussi étudier tout un système de tooling proposé par la CNCF. Voilà, on avait l'impression de sortir un peu plus la tête de l'eau. Mais aussi, la surprise a été, lorsqu'on a fait notre étude d'implémentation, c'est qu'un cluster EKS, au jour d'aujourd'hui, ne coûte que 72 dollars par mois pour un control plane. Donc finalement, les coûts, quand on retire le TCD et le master que nous on gérait, ça nous coûtait moins cher. Et pour ça, ça a été le jackpot pour les managers. Et ils se sont dit, c'est pas possible, c'est fabuleux. À ce moment-là, et notre expérience venue, on a voulu faire un petit comparatif maintenant sur quels étaient les apports que nous avions EKS. En premier lieu, clairement, et c'est clair et net, le temps d'opération sur le cluster a vraiment drastiquement baissé. On a pu plus se focaliser sur la qualité, tout en utilisant plus d'outillage, type monitoring, une notion de scalabilité avec l'intégration du cluster autoscaler, et là on s'est bien amusé. Les notions de sécurité aussi, ça c'était vraiment amené à AWS. AWS nous envoie des lettres d'information, on a un suivi, on a les templates pour pouvoir faire tout ça. Là, le suivi de la communauté aussi. Il était beaucoup plus facile d'avoir une niveau communication, de communiquer avec AWS. Il y a des Slack dédiés, ils ont des réponses très rapides. Ils ont notamment aussi un repository qui s'appelle AWS Container Roadmap, qui suit leur sujet autour de la containerisation, donc notamment ECS qu'on utilise et aussi Fargate, mais notamment EKS. Et là, donc, il y a proposition de tools, les issues pour suivre les nouvelles features ou les éléments qui pourraient être améliorés. Là, ils sont très réactifs. C'est vraiment bien. Et le support AWS qui est vraiment cool, qui vous suit, qui est très répondant. Quand on a des soucis vraiment profonds ou vraiment des interrogations, ils sont là et ils sont surtout extrêmement compétents. Alors, par contre, tout n'est pas rose dans le monde de KS. Quand vous aviez l'habitude de vous connecter sur votre TCD pour faire votre OCD control ou alors votre joli petit master pour faire votre journal control sur le kubelet pour voir ce qui se passe, est-ce que les manifestes sont bien à la bonne place dans le slash ETC Kubernetes, eh bien non, c'est terminé. Maintenant, vous ne direz plus rien. Pendant les updates, vous croisez les doigts pour être sûr que tout se passe bien. Et la seule proposition que vous offre EKS, c'est la gestion des logs via CloudWatch pour le control plane. Donc CloudWatch, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le système de logging de AWS, mais c'est très raw en fait, c'est très plain text. Voilà, donc on a des lignes qui sont mises comme ça, il n'y a
aucune intelligence derrière pour pouvoir faire du filtering et tout, c'est vraiment du raw. Donc nous, concrètement, clairement, très rapidement, on a bindé une fonction, je vais définir, pardon, une lambda, pardon, désolé, une lambda pour pouvoir extraire ces logs et pour les migrer dans notre Elasticsearch pour qu'on puisse, voilà, à base de Logstash aussi, filtrer très facilement et voir ce qui se passe dans le control manager, le scheduler et aussi l'API server. Donc, autre bémol pour moi, qui demande beaucoup d'axes d'amélioration, c'est la config map qui gère l'authentification. Cette config map, à l'intérieur, vous avez la data qui va déterminer des ressources type IAM pour AWS pour déterminer quel rôle ou quel user va pouvoir s'authentifier, mais aussi gérer la connexion avec les workers vers l'API. Et vu qu'il n'y a pas de notion de preview, de vérification lors de l'application de cette ressource, une seule erreur, une typo, peut faire partir le cluster en carafe et vos workers ne peuvent plus communiquer. Ça va clignoter de partout. Vous perdez l'accès au cluster, puisque souvent, si vous gérez des users externes, ça a un impact. Il y a juste un petit tips sur cet élément-là. Chez AWS, la personne qui a initié la création du cluster a toujours accès. Donc, si moi, Sébastien Charret, je me connecte avec mon user et que je clique sur la création, sans cette config map, j'aurai quand même accès. Donc, je pourrais récupérer l'accès via un kubectl et je pourrais remodifier pour remettre tout en ordre. Voilà. Mais c'est vraiment un bémol, je trouve ça assez dangereux. Et ensuite, c'est pas forcément du UKS, c'est surtout sur les clusters managés, c'est qu'on est vraiment loin des features amenées par Kubernetes. Actuellement, on a un 18, et ben, sur EKS, on a un 16. Donc, on est à 2 majors de moins. Il y a des features qui peuvent nous intéresser. Ben, il faut prendre son mal en patience. Ils font beaucoup de travail. Dernièrement, la M14 a mis beaucoup de temps à sortir. Beaucoup de gens se posaient des questions, notamment sur le AWS Container Roadmap. Il y avait des issues là-dessus. Mais c'était pour le bien. AWS a travaillé là-dessus, a travaillé à améliorer son système d'upgrade et ils ont rattrapé tout leur retard pour sortir des versions majeures beaucoup plus rapidement. Et donc, pour conclure notre opinion sur EKS, nous, clairement, on a vu la différence sur l'installation et sur le run. C'est très simple à installer. Quelques ressources Terraform. À gérer, les migrations sont beaucoup plus simples. On a juste à gérer la migration du control plane et le running update des workers. Bon, ça se fait très bien. Donc, la plateforme est toujours en train d'évoluer, comme l'a dit Sébastien. Faut vraiment suivre la AWS Container Roadmap. C'est l'endroit pour suivre les évolutions et ce qui va arriver. Notamment, il y a des features autour de l'autoscaling du control plane, il y a des features, on voit aussi les nouvelles versions qui vont arriver, la 1.17 va arriver dans EKS. C'est très transparent, très intéressant. Et du coup, le dernier point, c'est que c'est pas un manager du même niveau que sur les autres. C'est-à-dire que sur Azure, on est vraiment sur un pur manager où on a très peu la main. Et là, sur Amazon, on est un peu sur un mode hybride. C'est-à-dire que donc le control plane est managé, les AMI des workers sont managés. Par contre, c'est à nous de gérer les sous-réseaux dans lesquels on passe, c'est à nous de gérer pas mal de petites choses autour du cluster. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, on a un peu plus sa main. Par contre, il ne faut pas faire de bêtises, notamment une fois on a essayé de changer le réseau en place, c'est un peu cassé. Mais voilà, faut faire un peu attention. L'avantage, c'est qu'on a un peu plus sa main. Donc, au global, on est très, très content de ce changement. Ça fait gagner énormément de temps. Et donc, là on a vu l'expérience avec un cluster non managé, l'expérience avec un cluster managé. Et si on se repose la question du début, est-ce maintenant on doit partir sur un non managé ou un managé? Mais en fait, la réponse, elle est un peu plus compliquée que ça. Ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on est. Donc, on a essayé de faire une petite matrice de comparaison. Dans quel cas est-ce qu'on partirait sur un managé, dans quel cas est-ce qu'on partirait sur un non managé? Déjà, si vous êtes dans une entreprise où le business de l'entreprise, c'est l'infrastructure, clairement, il faut aller sur du non managé. Il y a pas mal de features de customisation, comme j'ai montré sur QSpress, on pouvait faire plein de configurations différentes. Là, vous avez moins le cas avec les managés, notamment si vous voulez faire du multitenant au niveau de l'API.
c'est un peu plus compliqué de le faire avec du non managé, voire impossible. Si vous avez une stratégie de manager l'ensemble de votre stack technologique, de l'OS à la version de Core DNS, dans ce cas-là, le seul moyen de le faire, c'est d'aller sur le non managé. Alors, avec EKS, on peut quand même gérer nos propres AMI, mais il faut un peu plus de boulot. Mais voilà, si vous voulez aller gérer très finement les versions de tous les composants, le non managé est fait pour vous. Au contraire, si vous avez une petite équipe d'ops qui va prendre plus de temps sur la gestion du monitoring ou des applications, dans ce cas-là, il faut aller sur du manager. C'est-à-dire que le temps que vous allez passer à gérer vos clusters, c'est pas le temps que vous allez passer à améliorer la résilience de vos applications ou l'alerting en cas de problème. Donc voilà, la réponse n'est pas aussi franche, c'est pas aussi nette et on n'a pas un choix précis. C'est plutôt en fonction du contexte dans lequel on part plutôt vers du manager ou du non manager. Et finalement, c'est un peu le cas sur tous les services managés, qu'on soit sur du Kubernetes ou de la base de données ou tout autre service managé des cloud providers. En fonction du contexte, on peut y aller ou on ne peut pas y aller. Donc ça, c'était pour la question manager ou non manager. Et on avait vu l'état de notre stack avant 2018, l'état en 2019, et regardons un peu ce qu'on a maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Aujourd'hui, on a un cluster EKS ou des clusters EKS sur Amazon. Et l'année dernière, on a aussi sorti des clusters, une version de notre plateforme sur Azure. Donc, on a aussi choisi des clusters AKS sur Azure, donc des clusters managés. Pareil, avec la même simplicité d'installation, ça a été assez rapide. Au-dessus de ça, on a notre stack de tooling. Donc, on a du Helm pour le packaging de nos applications, du Prometheus, Thanos pour la partie monitoring et Traffic en tant qu'ingress controller. Donc, ça, je l'ai déjà dit. L'avantage de Kubernetes et la promesse de Kubernetes, c'est d'avoir une API agnostique au cloud provider. Et nous, on le voit réellement, c'est-à-dire que notre instantiation des clusters Kubernetes est différente qu'on soit sur Amazon ou sur Azure. Enfin, c'est du code Terraform. Et au-dessus de ça, le code qui va nous permettre de déployer ces composants de monitoring ou nos ingress controllers va être identique entre les deux cloud providers à quelques paramètres près, notamment sur des configurations de load balancer Amazon ou Azure. Mais sinon, c'est exactement le même code sur les deux cloud providers. On n'a rien eu à réécrire quand on est passé sur Azure. Et enfin, on a nos applications qui sont déployées à travers des Helm-charts. Donc, c'est les mêmes Helm-charts qu'on soit sur les deux cloud providers. Pareil, potentiellement quelques paramètres qui changent. Mais voilà, on a nos applications au-dessus de ces composants techniques. Et c'est installé de la même façon sur les deux cloud providers avec les clusters managés. Et ce qu'on est en train d'intégrer sur notre stack technique, c'est les pratiques GitOps avec Flux. Donc là, on va être en prod dans les jours qui arrivent sur Flux. Le but, c'est que pour les mises à jour applicatives, on n'ait plus besoin de se connecter au cluster, donc que ça soit poussé par Git notamment par les développeurs, avec un process de review classique. Et une fois c'est mergé dans Git, que ce soit le cluster qui vienne pouler ces changements pour appliquer ces changements sur les clusters. Et ça, le but, c'est vraiment de gagner du temps. C'est aussi d'avoir plus de traçabilité sur les changements et de donner plus de responsabilité aux développeurs pour leur changement. Donc ça, c'est notre statut actuel, notre stack actuel qui est aujourd'hui chez Talend. Et si vous voulez participer, nous aussi on recrute, je pense un peu comme tout le monde, mais voilà, on a plein de sujets autour de ces technologies, et si ça vous intéresse, on recrute. Merci à tous. Merci. Donc on va prendre les questions, donc il y en a déjà quelques-unes sur le chat. Je vais commencer par la première, qui était celle d'Olivier. Si on parle de cloud souverain, il faudra aussi voir ce qu'offrent les cloud providers européens, et notamment sur la partie OVH. Alors, pour répondre à ça, le choix du cloud provider n'est pas lié à notre infrastructure chez Talend, c'est plutôt une question de business, c'est-à-dire que on ne fait pas que tourner des applications, on tourne aussi des process de nos clients sur des VM, et ça, on est lié au cloud provider. Nos clients savent sur quel cloud provider on est.
Peut-être qu'un jour on ira sur OVH, mais voilà, sur Azure, c'était aussi un choix business d'y aller. Du coup, peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, il n'y a pas de notion de cloud souverain ou de ces questions-là chez Thales. Deuxième question de Christophe. Afin de se concentrer sur le business, pourquoi ne pas partir sur du Fargate maintenant? Très bonne question. C'est quelque chose qui est étudié sur certains types, parce que maintenant, grâce au manager, on a multiplié notre type de cluster. Principalement, le cluster qu'on vous a présenté, c'était notre cluster applicatif. Maintenant, on commence à avoir des clusters qui sont pour d'autres types d'applications, d'autres types de workload. Voilà, donc on commence à se diversifier. On passe sur des clusters aussi de CI, des clusters de tooling, notamment pour le monitoring. Ça, c'est un travail. Et Fargate est arrivé sur la question. Alors, au jour d'aujourd'hui, pour nous, dans notre scope, dans notre périmètre, l'utilisation de Fargate n'est pas des plus faciles. Notamment, il y a des gros fallbacks, à ma connaissance, sur le moment où on l'a étudié, sur le fait que certains types de ressources de Kubernetes ne sont pas managés, notamment pour le FileBit, où nous, on est sur des mindset sur le fait que voilà, c'est pas managé, donc il faut passer par, faudrait refaire beaucoup plus en profondeur notre système de provisioning pour arriver à s'adapter. Donc concrètement, c'est une technologie intéressante, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui pourrait nous aider. Bon, on sait qu'il y a des architectes qui ont peut-être trouvé un use case dessus, mais là par contre, c'est quelque chose qui est encore en étude. Question de Jérôme, combien de personnes dans l'équipe sera pour gérer vos clusters non managés? Alors, à l'époque du non managé, on avait 2-3 personnes full-time sur nos clusters pour gérer les évolutions et les migrations. Là, du coup, maintenant, on a quasiment plus personne full-time dessus, en fait. Enfin, il y a juste, quand il y a des migrations, on passe un peu de temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de breaking change, notamment quand on va passer l'ASS. Mais sinon, voilà, ça nous a éliminé 2-3 personnes dans notre équipe qui peuvent se concentrer sur d'autres tâches. Question de Guillaume, la lambda pour extraire CloudWatch vers VK est open source? Non, il ne me semble pas. Et en plus, on est en train on va falloir qu'on la réécrive parce que c'est du Python 2.7. Donc il faut qu'on fasse. Ouais, c'était du legacy, on a fait ça à l'époque pour aller vite. Mais pour vraiment avoir les logs rapidement, parce que de ne plus avoir ça, de ne plus pouvoir vérifier ce qui se passait pendant la bête, c'était vraiment très, très, très embêtant, on était un peu avec. Avez-vous fait des comparatifs EKS, AKS et installation Kubernetes via l'outil AKS Engine fourni par Azure? Alors, on avait fait des comparatifs EKS, AKS, notamment quand Hélène a fait le choix d'aller sur Azure. On est vraiment sur 2 niveaux de gestion de clusters différentes. Donc sur AKS, vous cliquez sur la création d'un cluster ou avec Terraform, peu importe. Vous donnez le nombre de nœuds, le type de nœuds, c'est à peu près tout. Là, ils ont apporté les scale sets. Par contre, vous n'avez aucune notion de gestion des routes, des images des machines virtuelles, pardon. Là, vous l'avez sur Amazon. Mais les 2 clusters marchent bien. Et je vais juste répondre en même temps à la question d'après en termes de coût. Du coup, sur Amazon, le coût est de $72 par mois pour le control plane. Sur Azure, c'est gratuit. Après, $72, ça peut paraître cher. Nous, quand on voyait sur les clusters non managés, le coût qu'il y avait sur les VM, c'était à peu près équivalent, voire moins cher que du managé. Et je reviens sur la question d'avant, du coup, de Vincent sur la partie AKS Engine. Non, on n'a pas regardé le AKS Engine. C'est vrai qu'on aurait pu. On est passé sur l'installation via Terraform directement. Parce qu'on le maîtrisait et qu'on n'a pas pris le temps d'utiliser le AKS Engine. Ouais, on va être le moins vendeur possible aussi, donc on a déjà nos outils, on reste sur du Terraform. C'est des choses qu'on connaît aussi, donc voilà. Et du coup, Amaury, sur l'actualité Covid et manque de souveraineté avérée, solutions cloud européennes, des grosses entreprises Europe.
Ouais, en effet, il y a tout un, enfin, il y a tout un tas il y a tout un pan qui est en train de se monter sur la partie clause souverain, notamment par le gouvernement. C'est vrai que là, nous, on est plus contraint par la stratégie de la société qui est d'aller sur du cloud provider euh, un peu mainstream au niveau mondial. Ça peut changer dans les années qui arrivent chez TN. Ça, mais pour l'instant, voilà, la stratégie de l'entreprise, c'est plutôt d'aller sur Amazon et Azure que de passer sur des clouds souvent. Oui. C'est vraiment des contraintes, comme dit Mathieu, c'est vraiment une contrainte résignation. C'est vraiment ça qui va driver. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, ou même, on est disponible sur Twitter ou sur LinkedIn. Enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, et puis, en tout cas, merci d'avoir suivi cette conférence. Et merci à l'organisation pour avoir fait cette conférence possible, malgré les conditions. Elle est très bien passée. Ah, vous utilisez Istio? Non, on n'utilise pas Istio. On n'utilise pas de service mesh pour l'instant. C'est en étude chez nous. Après, on se rend compte qu'Istio, c'est sympa à installer, plus compliqué à gérer en production, mais du coup, on étudie ça. Voir s'il n'y a pas des solutions alternatives. Il y a des choses qui se découplent, en fait, donc on peut voir si. Mais c'est en étude, comme Mathieu. Bon, merci à tous. Bonne journée. Merci. Oui, bonne journée à vous. Et n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. À bientôt.